Alors, on a un petit souci technique. Charles-Marie, il faut que tu remettes ton micro et que tu recharges le document et tout ira très bien. Voilà. Charles-Marie, merci pour le document. Il faut juste que tu réactives ton micro. Voilà, Est-ce on que vous t'entend. m'entendez? Très bien. Bonne réunion. Merci. Donc, je disais, ce webinaire aujourd'hui, conflit d'intérêts chez les élus locaux, prévention et obligations. Je vais vous présenter le plan de ce qui nous attend aujourd'hui, donc notre sommaire, une introduction avec la définition finalement de ce qu'est le conflit d'intérêts, les personnes concernées, les modalités de celui-ci. Ensuite, nous ferons une deuxième partie sur l'identification et l'anticipation des situations à risque. Je vous présenterai à ce moment-là des cas pratiques, des situations concrètes et des éléments de réflexion, ainsi que des checklists. En troisième partie, on fera également un panorama des obligations déontologiques des élus. Et en quatrième partie, on fera un focus sur le délit de prise illégale d'intérêt avec, là encore, plusieurs cas pratiques pour que vous puissiez avoir du concret, des situations pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Comme Catherine l'a dit, vous pourrez poser vos questions à la fin de chaque partie. Je ferai une petite pause pour tenter d'y répondre au maximum et de la façon la plus détaillée possible. Donc, première partie, introduction sur ce webinaire. D'abord, j'ai voulu vous proposer finalement des questions posées à notre service finalement pour vous montrer la diversité des questions que l'on traite sur ce point-là. Ne vous inquiétez pas, j'y répondrai ensuite par la suite finalement, mais voilà, des questions qui peuvent se poser et qui peuvent peut-être être des questions que vous vous posez vous-même. C'est notamment comment savoir si vous devez vous déporter sur un dossier où vous avez des liens personnels ou professionnels avec une entreprise qui est titulaire d'un marché public. Que risquez-vous concrètement si vous ne signalez pas un conflit d'intérêt, et ce par pure erreur, inadvertance? Que faire si un membre de votre famille travaille pour un titulaire d'un marché public et devez-vous vous déporter lors du vote? Ou encore, quels sont les réflexes à avoir si vous êtes membre d'une association pour l'attribution de subventions? Et également, voilà, comment est-ce qu'il faut réagir si vous êtes accusé ou s'il y a des rumeurs, effectivement, d'un conflit d'intérêts par un administré ou un membre de l'opposition. Donc ça, c'était pour vous montrer un exemple de questions posées au service. Vous pouvez tout à fait en poser sur la même veine, on vous répondra, ou sur d'autres points. Donc n'hésitez pas à nous appeler si une question vous vient ensuite, après ce webinaire. Donc en premier lieu, pourquoi la déontologie? Donc pourquoi la déontologie? Il faut d'abord commencer à définir ce terme. Donc ça désigne le respect des bonnes pratiques qui est propre à chaque métier ou à chaque profession. Ici, on parlera du statut de l'élu local. Donc le rôle et la fonction de la déontologie, c'est une garantie de décision impartiale et éthique. C'est un renforcement de la légitimité des élus et de la confiance des citoyens. C'est également une réponse aux exigences légales et aux dispositifs du législateur, donc les lois Sapin et des lois de transparence que l'on verra par la suite. Et c'est quelque chose finalement qui sert d'anticipation pour la prévention des scandales et des conflits d'intérêts, donc qui fonctionne également en amont. Donc ça, c'est une présentation assez générale voilà, sur le terme de déontologie, sur sa fonction, sur son utilité. Maintenant, voyons ses objectifs. Donc, objectif ici, c'est de comprendre l'importance de la gestion des conflits d'intérêts pour les élus locaux afin d'assurer la transparence et maintenir au maximum la confiance des administrés. Donc, définition ici, un point clé. Donc, un conflit d'intérêts surviendra lorsqu'un élu se trouve dans une situation où ses intérêts personnels, qui peuvent être financiers, familiaux ou professionnels, pourraient influencer ou sembler influencer, donc même s'il n'y a pas d'influence concrète prouvée, il suffit qu'il y ait la simple présomption d'influence peut être suffisante pour qualifier un conflit d'intérêts et pour influencer l'exercice impartial des fonctions publiques de l'élu. Donc ça, c'est la définition. Et pourquoi c'est important, encore une fois? Eh bien, parce que la transparence est bien sûr essentielle pour préserver la confiance des citoyens dans la gouvernance locale, dans l'administration quotidienne, et que bien sûr, une mauvaise gestion des conflits peut entraîner des conséquences à la fois juridiques, réputationnelles et opérationnelles que l'on verra par la suite.
C'était une présentation des objectifs. Maintenant, les fondements juridiques, de quel texte parle-t-on? Donc, on aura d'abord la définition du conflit d'intérêts qui provient de la loi du 11 octobre 2013. Il est indiqué donc qu'un élu est en situation de conflit d'intérêts, comme on a vu, lorsque ses intérêts personnels pourraient compromettre l'impartialité de ses décisions publiques. Je vous joins également des exemples concrets ci-dessous. Donc, ça peut être un intérêt financier, par exemple un élu qui possède des actions, qui est actionnaire dans une entreprise locale, qui est également partie à des contrats personnels avec des entités liées à la commune, par exemple une société d'économie mixte, une SPL, une SARL tout simplement, ou qui est rémunéré par des partenaires de la collectivité, là encore. Donc ça, c'est tout ce qui est l'intérêt financier et professionnel. On aura également des liens familiaux ou amicaux, donc la relation avec des acteurs économiques. Imaginons un conjoint dirigeant une entreprise qui est candidate à un marché public. Là, il peut clairement y avoir un conflit d'intérêts. Ça peut également être une épouse, finalement, qui travaille dans une agence immobilière et qui est mandatée pour la vente d'un bien qui, justement, appartient à la commune. Il y aurait également un conflit d'intérêts. Et un autre exemple concret, quelque chose qui est un peu moins connu peut-être, ce sont les mandats externes. Donc, par exemple, si l'élu, prenons l'exemple du maire, est également responsable dans une organisation qui pourrait créer un avantage personnel, par exemple une association qui demande également des subventions à cette même commune dont lui-même est maire, là bien sûr il peut y avoir un conflit d'intérêts et voilà, un retrait qui sera nécessaire au moment du vote. Donc ça, c'est le fondement juridique de la loi du 11 octobre 2013 qui détaille, qui précise ce que peuvent être ces intérêts dont on parle dans le cadre du conflit. Et cela a été complété par la loi dite 3DS de 2022. Donc 3DS, c'est une abréviation, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, qui a renforcé à ce moment-là des obligations des élus locaux. Donc plusieurs mesures ont été mises en place, on les verra un peu plus en détail dans les deuxième et troisième parties, notamment sur la déclaration de patrimoine. Mais on a notamment une déclaration systématique pour les élus qui doivent déclarer leurs liens financiers ainsi que patrimoniaux auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On a des sanctions qui ont été renforcées, qui ont été précisées sur ce qui se passait si ces obligations n'avaient pas été respectées. Donc on parle ici d'amende potentielle et d'inéligibilité théorique en cas de non-déclaration ou de manquement. On a de plus un encadrement qui est un peu plus strict qu'auparavant, puisque les processus de décision dans les collectivités seront plus encadrés pour éviter que l'intérêt personnel ne prenne le pas sur l'intérêt public. Donc, un exemple que je vous propose ici, c'est un maire qui, par exemple, a oublié une déclaration qui indiquait sa participation dans une entreprise locale. Eh bien, les décisions concernant cette entreprise locale pourraient être annulées, les délibérations donc. Il y a également la possibilité de l'objet de poursuites qui peuvent être notamment pénales. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel il faudra faire attention. Que l'on verra également par la suite. Donc un conseil assez général en attendant de rentrer dans les détails, c'est consulter régulièrement le site de la haute autorité pour les guides et les modèles de déclaration qu'ils ont et qui sont assez complets. N'hésitez pas à nous appeler également si vous avez des demandes de précision sur ce point, on pourra y répondre sans souci. Donc ça, c'était pour la loi 3DS. Maintenant, concrètement, quels sont les élus concernés? Donc, ce sont tous les élus locaux. On a tendance à penser que c'est surtout le maire et peut-être son premier adjoint. Mais juridiquement, en tout cas, on parle de tous les élus locaux, donc maire, adjoint, conseillers municipaux, conseillers communautaires des EPCI, avec un focus particulier notamment sur les petites et moyennes collectivités où, de facto, des liens personnels sont souvent plus étroits vu que l'on parle d'une petite commune, d'un moindre nombre d'électeurs et d'administrés. Donc, entre guillemets, tout le monde se connaît un peu lorsqu'on descend dans une strate de population suffisamment basse, et c'est là où il faut faire particulièrement attention. Donc, spécificité, là encore, on verra également que les élus des petites communes, au regard de l'article L 432-12 du Code pénal, peuvent bénéficier d'exceptions sur le délit de prise illégale d'intérêt. Ça, on le verra dans la quatrième partie, mais il y a une vigilance qui sera exigée sur ce point. Donc là, je vous mets l'exemple concret. Un conseiller municipal d'une petite commune, donc ce conseiller municipal est lui-même propriétaire d'un terrain qui est concerné par un PLU ou une modification du PLU. Eh bien, celui-ci, pour le vote de la modification du PLU, doit se récuser pour éviter un conflit puisqu'il est clairement intéressé
par rapport à son bien, que la modification soit plus restrictive ou plus permissive par rapport à la zone d'urbanisme dont l'habitation se trouve. Donc voilà, ça c'est un retrait qui sera nécessaire pour éviter le conflit d'intérêts. Maintenant, les conséquences potentielles. Voilà, concret finalement, les risques en cas de conflit non ou mal géré. De quoi parle-t-on? Donc, on aura le côté administratif et opérationnel avec le fonctionnement de la collectivité. Donc, la délibération en tant que telle peut tout simplement être annulée, c'est-à-dire que la décision était entachée d'un conflit d'intérêts, d'irrégularité et d'illégalité, eh bien celle-ci pourrait être annulée par le tribunal administratif géographiquement compétent. Ensuite, on parle également de sanctions pénales. Donc là encore, un article que l'on verra dans la quatrième partie, l'article 432-12 du Code pénal pour le délit de prise illégale d'intérêt. Ici, on parle de sanctions qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Donc voilà, une gravité certaine. Et ainsi que des dommages réputationnels. Donc, il y a du juridique, il y a l'administratif, mais il y a également quelque chose qui est peut-être plus intangible, mais qui reste tout à fait réel, c'est la perte de confiance des citoyens, des administrés, un impact sur une future campagne électorale. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention, évidemment. Et comme exemple ici, qu'est-ce que je vous propose? C'est notamment une délibération sur un marché public attribué à une entreprise liée à un élu. Donc là, quand je dis lié à un élu, ça peut être direct ou indirect, ça peut être son entreprise à lui, ça peut être une entreprise où il est lui-même salarié, mais ça peut même être une entreprise où son épouse, son fils ou sa fille travaillent. Eh bien, cette délibération peut être contestée par des administrés, par l'opposition à la majorité du conseil municipal. Donc voilà, il y a un recours qui est assez large et n'importe presque quel tiers pourra faire un recours sur une telle délibération. Donc, un conseil que je vous propose ici, c'est de mettre en place, si possible, des registres internes pour documenter à la fois les déclarations de possibles conflits d'intérêts, mais également des retraits, des récusations, lorsqu'une délibération concerne justement, de près ou de loin, ces possibles conflits d'intérêts. Donc ça, c'est pour éviter ces conséquences potentielles qui sont, comme on l'a vu, assez sérieuses. Donc, on va revenir maintenant sur la dichotomie des conflits d'intérêts. Ici, j'ai voulu vous présenter avec de la jurisprudence et vous détailler finalement ce qu'il en est pour chaque conflit d'intérêts distinct. Donc, on a l'intérêt personnel finalement, donc intérêt direct de l'élu. Ici, c'est un exemple jurisprudentiel sur concrètement un élu, un maire qui était également président d'une association, qui a demandé une subvention à la commune dont lui-même était maire. Donc forcément, il y a eu un problème, il y a eu une sanction et c'est allé jusqu'à l'annulation de la délibération. Donc voilà, ça c'est le plus évident finalement, mais qui pose toujours problème puisqu'il y a régulièrement de la jurisprudence sur ce point. Ensuite, on a un autre type de conflit d'intérêt, comme on l'a vu précédemment, le conflit d'intérêt familial, avec des liens familiaux qui peuvent influer sur la décision. Ici, on peut parler d'une épouse, d'un enfant ou d'un parent, ou même d'un proche, de manière générale, qui serait intéressé à la décision de la collectivité, qui en tirerait un gain, un avantage. Et bien là encore, la jurisprudence s'était prononcée. Ici, c'était par rapport à une transaction immobilière et une agence immobilière dont la compagne de l'élu travaillait et attirait un intérêt finalement, notamment par rapport à la commission suite à la vente. Donc ça, c'est le lien familial. Après, on aura également le lien patrimonial, commercial ou professionnel, donc des termes qui sont parfois interchangeables. Ici, on va parler de l'activité économique ou professionnelle de l'élu. Donc là, concrètement, si on reprend l'exemple, encore une fois, de ce maire, donc ce maire ici est également gérant d'une entreprise de BTP et la commune dont il est élu accorde un marché à cette même entreprise qu'il gère. Donc là, on a clairement un conflit d'intérêts entre le rôle de l'élu et ses intérêts patrimoniaux, financiers, ce qui fait que la jurisprudence a notamment pu le sanctionner, le sanctionne régulièrement. Donc là, les jurisprudences sont plus ou moins anciennes, mais ce sont plus des jurisprudences de principe du Conseil d'État, mais il y a régulièrement très souvent, voire trop souvent, finalement, des décisions de tribunaux administratifs qui sanctionnent ce type de pratique. Et on a également, comme on l'a vu, le conflit d'intérêts en tant que mandataire, que représentant dans une autre collectivité.
Ici, il s'agissait d'un maire qui était également représentant dans une société d'économie mixte. Donc ici, c'était une SEM, mais on parle en général finalement d'organismes publics ou satellites. C'est une SEM, mais ça aurait pu être une société publique locale. Et voilà, c'est également sanctionné par le Conseil d'État sur ce point. Donc faire attention à cette dichotomie des conflits d'intérêts. Ce n'est pas seulement de conflits personnels purement causal sur ce point-là, mais ça peut être indirect, familial, patrimonial et sur la question du mandat octroyé par la collectivité. Voilà sur ce point. Ici, je vais vous présenter une sorte de checklist initiale donc que vous pourrez retrouver puisque le document vous a normalement été envoyé pour identifier un conflit d'intérêts. Donc, il y a une question qui est posée et il y a une action à avoir si la réponse est positive. Donc, tout simplement, ai-je un intérêt financier lié à l'affaire? Ça paraît évident, mais c'est bien de se poser la question. Dans ce cas, si la réponse est positive, ou même s'il y a un doute et qu'il est difficile de répondre au non, tout simplement, par plus de sécurité juridique, il est consulté de se retirer, de se déporter de la délibération afférente et éventuellement de consulter le référent déontologue. De plus, se poser la question si un membre de ma famille ou un possible proche est impliqué dans la décision à venir. Et là encore, ce que je peux vous conseiller, c'est que même si la réponse positive n'est pas forcément certaine ou affirmative, dès qu'il y a un doute, pour plus de sécurité juridique, se déporter et documenter la décision est préférable sur ce point. Donc voilà sur cette checklist. On a également voilà, quelque chose de plus objectif. Est-ce que j'ai un mandat est-ce que j'ai un mandat, pardon, ou est-ce que je suis titulaire d'une fonction externe en lien avec l'affaire en question, avec la délibération? Si oui, si par exemple je suis président d'une association ou d'une SEM, alors bien sûr, il faudra se déclarer et envisager le retrait si le lien est trop évident. Donc, ma participation pourrait-elle être perçue comme biaisée? Là encore, il faudra se déporter pour éviter un conflit apparent. Ici, on peut penser à une activité professionnelle qui est liée même de manière indirecte avec la délibération en question. Et pour plus de sécurité juridique, là encore, il sera conseillé de se déporter de la délibération. Et enfin, de manière plus générale, finalement, ai-je des doutes sur ma neutralité? Voilà, si vous pensez avoir des éléments, des doutes sur ce point, vous pouvez consulter le référent déontologue. Vous pouvez bien sûr nous appeler, mais disons que c'est un bon réflexe à avoir, à mon sens, de se demander si je suis bien neutre. Toujours, je parle ici non pas seulement du maire, mais des adjoints et des élus qui auront un vote à, à effectuer, pardon. Donc voilà, c'est une neutralité générale et dès que vous avez un doute, c'est bien de nous appeler si vous souhaitez ou de consulter le référent déontologue. Donc voilà, ça c'est une sorte de checklist qui, à mon sens, est assez pertinente pour savoir ce qu'il faut ou ne pas faire justement. Donc, ce que je souhaitais voilà, que vous reteniez pour cette partie 1, c'est qu'un conflit d'intérêts peut à la fois être réel ou apparent, seulement suspecté, mais que dans les deux cas, qu'ils soient concrets ou seulement suspectés ou théoriques, il doit être anticipé et géré pour protéger la légitimité des décisions administratives. Donc, dès que vous avez un doute, finalement, il ne faut pas se dire que parce que ce n'est seulement que théorique, de passer à la trappe, finalement, il faut le traiter comme s'il était réel et concret. Et donc la transparence pour la déclaration, ainsi que le retrait, la récusation et la déportation par rapport à un vote, sont des outils clés pour éviter ces risques. Donc voilà, c'était une introduction assez générale et je vais maintenant passer aux questions. Donc si vous en avez, vous pouvez tout à fait me les poser. Je vais regarder dans la conversation. Hop là. Oui, il y a quelques questions. Alors, je les ai sous les yeux, donc je vais commencer. Alors, Madame Berthelot, bonjour. Cela veut dire en réalité qu'aucun PLU ne peut être adopté, car sur nos territoires, quasiment tous les élus sont propriétaires de parcelles concernées par le PLU. Pouvez-vous être plus précis? Pardon. Alors, merci pour votre question. Donc, effectivement, c'est pertinent parce que là, ce serait l'argument peut-être extrême, entre guillemets. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le voter, bien sûr, mais c'est que si l'on parle d'une modification d'une zone en particulier, par exemple, l'exemple d'une zone naturelle ou agricole, et qu'un élu finalement se trouve être agriculteur sur ce point, eh bien, on peut considérer qu'il aura un intérêt
au vote de la modification de la révision du PLU, et que donc il faudra que dans cette hypothèse, il se retire du vote. Mais bien sûr, si tout le monde habite dans la commune et que donc tout le monde est de facto concerné par le PLU, là on rentre dans quelque chose de plus diffus et le vote pourra toujours s'effectuer. C'est juste qu'il y a un degré en termes de conflit d'intérêt entre seulement être propriétaire d'un bien finalement et avoir un intérêt concret. Chère Marie, on a un problème de son, on ne t'entend plus. Et on ne te voit plus. Alors apparemment, alors attendez, excusez-nous, hein, visiblement il y a un petit souci technique. Revoilà Charles-Marie. Charles-Marie. Alors désolé, j'ai été désactivé d'un coup. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Alors Très je bien. remets juste de partage de connexion. Désolé. Hop là. Voilà sur ce point. Donc je reprends la conversation. Donc, on était sur la question de Madame Rebricard. Est-ce qu'il est OK pour un conseiller d'une petite commune propriétaire d'un terrain concerné par un PADU, mais quid lorsqu'il s'agit d'un PADUI? Donc là, c'est un peu le même raisonnement qui va s'appliquer. Si le conseiller communautaire est directement lié, intéressé à la modification de la zone en question du PLUI, il est fortement conseillé qu'il se retire. Donc, ce n'est pas forcément une réponse définitive. Il n'y a pas d'obligation de retrait, quoi qu'il arrive, dès que la question se pose. Mais disons que s'il y a un faisceau d'indices assez important par rapport à l'intérêt de la décision, par rapport au lien avec l'élu et par rapport à l'impact concret sur ce point-là, voilà, il est conseillé qu'il se retire du vote sur ce point-là. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Madame Robin, bonjour. Donc, nous sommes en révision de PLU qui doit être approuvé le 15 décembre prochain. Au sein des élus, nous avons un professionnel métier d'agriculteur. Dans cette révision, il y a un changement de zonage sur le lieu de l'entreprise. Doit-elle se retirer pour le vote? Alors, si vous parlez du professionnel, effectivement, il faudra effectivement que ce soit le cas, puisque là, ça me semble être suffisamment substantiel. Donc, c'est fortement conseillé. Voilà sur ce point. Donc, vous utilisez les termes, donc bonjour Madame Guillocher, se déporter, se récuser. Quelle est la différence entre ces deux termes? Donc là, c'est utilisé de manière assez interchangeable. Normalement, c'est retrait ou se déporter, effectivement, mais vous avez raison, là, c'est le même sens finalement sur ce point. Alors, il me semble que dans le cadre des mandataires, SEM collectivité, ceci avait été prévu maintenant par le CGCT. Madame Lara bonjour. Effectivement, donc oui, là, il y a bien une disposition spécifique pour les mandataires de SEM. Donc, sur ce point-là, le régime juridique général du conflit d'intérêts continue à s'appliquer, mais il y a cette spécificité qui facilite la donne, finalement, et qui donne un cadre juridique un peu plus précis sur ce point. Alors, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Peut-on faire une différence entre les différents mandats dans les organismes publics extérieurs, type syndicat, EPCI, Madame Gonzalez? Donc, normalement, tous les mandats, en théorie, sont concernés par la définition du conflit d'intérêts. Que ce soit syndicat ou EPCI, en théorie, le risque est le même. Donc, ce qui comptera vraiment, ce n'est pas tellement le mandat en question, mais plutôt la substantialité du conflit d'intérêts possible. Et c'est sur ce point-là qu'il faudra faire attention. Voilà, je vais tenter de prendre ces deux dernières questions pour cette partie. Ensuite, je passerai aux autres parties. Donc, Madame Guillocher, le père d'un agent peut-il représenter la collectivité dans un syndicat intercommunal? Alors là, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce qu'il peut le représenter professionnellement en signant un marché public? Est-ce qu'un arrêté de départ? Là, je suis désolé, je ne pourrais pas répondre directement à votre question, mais je vous invite à nous rappeler un peu plus tard. Parce que je ne dispose pas suffisamment d'informations et de détails sur ce point. Et dernière question pour cette partie. Bonjour Madame Auchard, le retrait a lieu au moment du vote ou dès le début des débats. Donc là, ça dépendra du nombre de points à l'ordre du jour concernés. Ça peut être pour un seul point à l'ordre du jour et revenir ensuite pour continuer à voter. Donc c'est vraiment au cas par cas sur ce point-là.
Donc voilà sur ce point. Je vais poursuivre avec la seconde partie. Donc ici, je vous propose une seconde partie, c'est l'anticipation des situations d'élus intéressés et d'opposition d'intérêts que l'on va faire sur ce point. Donc, quel est l'objectif de l'anticipation de manière générale? Donc, c'est notamment de prévenir les conflits avant qu'ils ne surviennent, par définition, afin de protéger la fonction publique d'élus et d'éviter des erreurs involontaires. Donc, ici, comme référence juridique, on a le guide de la Haute Autorité sur la loi 3DS qui est disponible sur leur site. Et pourquoi anticiper finalement? Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, c'est notamment pour éviter des sanctions juridiques et administratives, pour préserver la confiance des citoyens et pour, concrètement, de manière plus prosaïque, simplifier la prise de décision en identifiant les risques en amont. Donc voilà, ça, ce sont les objectifs sur ce point. Maintenant, on va avoir une notion, une définition d'élu intéressé. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'un élu intéressé? Eh bien, c'est donc un élu qui est intéressé lorsqu'il y a un lien personnel, financier, familial ou autre avec une affaire délibérée. Donc, on revient ici à la première partie. Dans cette hypothèse, et si c'est le cas, l'élu est effectivement intéressé. Et dans cette optique, il faudra, notamment si les propriétaires d'un terrain concerné substantiellement et concrètement par une modification du PLU ou actionnaire d'une entreprise qui candidate à un marché public, qui se déporte lors des délibérations concernées sur ce point. Voici des situations courantes d'élus intéressés que vous pourriez anticiper. Donc voilà, ce sont vraiment des hypothèses très fréquentes. Marché public, attribution à une entreprise liée directement ou indirectement à un élu. La question des subventions, financement d'une association dirigée par un membre de la famille ou par un ami proche, là encore, ou même la question de l'emploi public, finalement, embauche de proches dans des postes municipaux ou chez des prestataires. Donc faire attention sur ce point-là et comme conseil de manière générale, vérifier toujours des liens potentiels avant la délibération et consulter si possible le référent déontologue si nécessaire, ainsi que notre service que vous pourrez appeler si vous le souhaitez. Donc, on a la définition de l'opposition d'intérêt. Une opposition d'intérêt, c'est lorsqu'il y a un conflit entre les intérêts personnels de l'élu que l'on a vu auparavant, type personnels, familiaux, et ceux de la commune. Donc, ça peut être notamment lorsqu'un maire est impliqué dans un litige personnel contre la commune, par exemple contentieux fiscal sur, je ne sais pas, une taxe foncière ou sur un cumul de mandats conflictuels. Le maire est également président d'une association subventionnée par la commune. Donc là, on a clairement un conflit entre les intérêts personnels de l'élu et ceux de la commune. Donc faire attention sur ce point-là et concrètement, voilà, encore une fois, c'est un peu le même principe, c'est se déporter, désigner un autre membre du conseil pour gérer la délibération. Donc ça, c'est quelque chose qui est fortement conseillé pour éviter tout conflit. Donc, de quoi parle-t-on par anticipation et par mesure préventive? Donc, on parle de quitter la salle lors des délibérations impliquant l'intérêt personnel. Et quitter la salle, c'est à la fois ne pas participer au vote, mais également ne pas participer au débat ou à la préparation de ce même vote. Donc là encore, il y a une petite exception pour les communes de moins de 3 500 habitants, mais on le verra dans la quatrième partie, ça reste assez réglementé. Donc, comment l'anticiper, comment le prévenir avec des auto-évaluations avant chaque délibération. La première checklist que je vous ai proposée et d'autres qui viendront ensuite. Consultation du référent déontologue pour un avis impartial extérieur à la troisième personne et la tenue de registres internes pour documenter les retraits, les heures de vote. Sur ce point-là, ça peut être effectivement très utile. Donc, maintenant, parlons de ce référent déontologue que l'on a un peu abordé. Alors, qui peut être référent déjà et de qui parle-t-on? Donc, c'est une personne qui va répondre à des critères stricts. Donc, il n'a pas de mandat électif, bien sûr, dans la collectivité, et il n'est pas non plus agent de la collectivité et ne dispose pas de conflit d'intérêt lui-même depuis au moins 3 ans. Donc ça, c'est la question de qui peut être référent. On a également la question de comment est-ce qu'il devient référent. Et bien là, on parlera donc d'une délibération de l'organe délibérant qui précisera la durée de son mandat
et ainsi que les modalités de saisine et d'avis, les moyens matériaux qui seront mis à sa disposition et l'indemnisation qu'il recevra. Donc là, on aura quelque chose dans la loi qui est cité à la fin, notamment dans le dispositif législatif avec les modalités d'indemnisation et de plafond qu'il peut toucher. Donc, il y aura un peu plus de détails sur ce point-là. Et donc, c'est une bonne pratique et c'est une externalisation qui est recommandée pour plus d'autonomie et d'impartialité. Et il faudra également prévoir un règlement intérieur si l'on parle d'un collège de référents déontologues. Donc, ça, c'est comment est-ce qu'il est nommé et que fait-il, et concrètement, quelles sont les missions du référent déontologue. Donc, son rôle, d'abord, c'est de conseiller les élus sur la déontologie et la probité. Donc voilà, un rôle de conseil et, encore une fois, comme cette partie l'indique, d'anticiper, de prévenir et de signaler les possibles conflits d'intérêts et les atteintes à la neutralité. Donc, les domaines d'intervention sont assez larges et pluriels. On parle de déclarations d'intérêt de patrimoine qui peuvent être vérifiées, qui peuvent être relues. On parle de la vérification du cumul d'activités et des obligations légales afférentes à ceci. On parle également du respect du secret professionnel et de la discrétion. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et qui peut vous être utile sur ce point. Et on aura également des conseils pratiques que je vous propose. C'est la consultation du référent en cas de doute et la possibilité d'assurer au référent des moyens matériaux adaptés et une indépendance hiérarchique sur ce point-là. Donc, il a un rôle de conseil, c'est un avis extérieur, donc bien sûr, il ne doit pas être soumis à des pressions directes ou indirectes pour qu'il donne la réponse souhaitée, alors qu'il est censé donner la réponse valide et déontologique. Donc voilà pour les missions. Ici, je vous propose un cas pratique, un premier cas pratique. Donc, imaginez un scénario donc avec un élu local qui participe au vote d'un marché public, alors que sa société fournit les mêmes services que ceux du contrat. Donc, il est candidat pour ce marché-là, sauf qu'il ne déclare pas ce lien, il ne déclare pas qu'il est membre de cette société ou même qu'il la dirige. Et justement, ce marché, ce contrat est attribué à cette même entreprise pour un montant de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc voilà, ça c'est le cas pratique, la situation. Je vais maintenant donner des éléments de réponse et peut-être également quelque chose que vous avez rencontré ou que vous pensez peut-être devoir rencontrer, donc quelque chose qui sera anticipé. Voici des éléments de réponse. Donc le scénario concrètement résumé et qualifié juridiquement, c'est un élu qui vote pour un contrat de la commande publique, ici un marché public, qui implique directement son entreprise et qui n'a pas signalé ce lien. Donc, concrètement, en termes d'analyse, c'est un conflit d'intérêt qui est réel. Il y a un intérêt substantiel, concret et pratique, puisque l'élu va tirer un bénéfice direct de la décision. Et les risques sont également très concrets, puisque ça peut aller jusqu'à l'annulation du marché public en tant que tel, des sanctions pénales par rapport au délit de prise illégale d'intérêt et une atteinte réputationnelle sur ce point-là, avec effectivement toutes les accusations de conflit d'intérêt afférentes. Donc ça, c'est l'analyse et le risque si l'élu va jusqu'au bout, finalement, décide de ne pas déclarer et que le marché est attribué à sa société. Et la solution, c'est que l'élu doit bien sûr se déporter, signaler son intérêt à la fois aux élus et aux référents déontologues. Et voilà, si on parle ici du maire, eh bien, la collectivité, le premier adjoint pourra notamment prendre la suite pour superviser la délibération sur ce point-là, pendant que le maire se sera retiré de cette délibération précise. Donc voilà, c'était un premier cas pratique sur ce point. Je vous en ai présenté également un second qui, je pense, pourra vous intéresser. Donc ici, c'est un maire qui vote sur un projet d'aménagement alors que son épouse travaille comme agent immobilier et peut donc bénéficier indirectement de la valorisation des terrains concernés s'il y a une vente en touchant une ou plusieurs commissions. Donc là, il y a clairement effectivement un possible conflit d'intérêts. Donc comment est-ce qu'on peut le qualifier? Donc il y a une opposition d'intérêts entre le rôle d'élu et les liens familiaux et personnels de ce même élu dans le cadre de ce projet, puisque l'épouse de l'élu, le maire ici, est agent immobilier et partie à ce même projet. Donc il faut clairement faire attention sur ce point.
Donc là, on aura un conflit qui est apparent et évident, car la décision peut être perçue comme influencée, même sans qu'il y ait de preuves formelles, puisque le simple fait que effectivement, l'épouse soit agent immobilier et mandatée pour ce même projet, finalement, est un risque suffisamment substantiel pour que le conflit soit qualifié. Donc les risques, ce sont encore une fois contestation des administrés et de l'opposition, éventuellement contentieux annulation du projet, de la délibération et de la vente. Et bien sûr, le maire devra se déporter et déléguer la gestion du dossier sur ce point, ne pas participer au débat et voilà, documenter son retrait sur un registre interne, si possible, pour avoir des traces d'écrits en cas de contentieux, pour indiquer que de son côté, il a effectivement pris ses responsabilités et qu'il n'a pas participé au vote sur ce point. Donc ça, c'était un second cas pratique. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer des situations très concrètes, très précises sur ce point qui, je pense, pourront vous aider. Et on va maintenant revenir aux risques, aux conséquences en cas de mauvaise gestion de ces conflits d'intérêts, en cas de mauvaise anticipation. Donc on parle ici donc d'annulation de délibération, comme on l'a vu précédemment, de poursuite pénale au regard du délit de prise illégale d'intérêt, de perte réputationnelle avec la perte de confiance de citoyens, un impact médiatique négatif dans la presse quotidienne régionale. Et on aura également une jurisprudence donc, qui réapparaîtra ensuite, mais d'un ancien ministre, Olivier Dussopt, qui a été condamné pour avoir favorisé une entreprise familiale. Ça, on le verra dans la troisième partie. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'on ne veut pas voir apparaître et faire attention sur ce point, avec si possible des mises à jour, des veilles juridiques, pourquoi pas des formations sur les élus, sur la gestion des conflits. Donc il y a ce webinaire bien sûr. Vous pouvez nous appeler sans problème sur plus de questions pour la campagne électorale et pour la préinstallation. Dès que vous serez en poste, si vous avez des questions, on pourra y répondre sans aucun problème. Donc ça, ce sont les risques. Ici, je vous présente une nouvelle checklist. Voilà, pour anticiper les conflits. Est-ce que l'affaire concerne une entreprise ou, en tant qu'élu, vous avez des intérêts directs ou indirects? Si oui, il faudra les déclarer et se retirer. Est-ce qu'un proche est impliqué? Là encore, même raisonnement. Est-ce que vous êtes membre d'une association concernée sans même être président ou dans le pouvoir directionnel? Même raisonnement encore une fois. Est-ce que votre participation peut sembler biaisée parce que, par exemple, quelqu'un de votre famille est intéressé à la délibération ou pourrait être attributaire d'une décision l'avantageant? Pareil, il est conseillé de quitter la salle. Est-ce que vous avez consulté le référent? Donc là, c'est demander un avis avant la délibération pour un avis extérieur le plus objectif possible qui pourra vous apporter des éléments de précision sur ce point. Donc là, pareil, je pense que cette checklist pourra vous aider pour anticiper les conflits. Et donc voilà pour cette partie 2. Si vous pouviez retenir quelque chose, donc ce serait que l'anticipation des conflits d'intérêts, donc elle protège la légitimité de votre mandat, elle renforce la confiance publique. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est à votre avantage, qu'il faut utiliser au maximum. C'est quelque chose qui est là pour vous aider. Et ce ne sont pas, voilà, ça peut être un peu fastidieux, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider au quotidien et de manière plus générale pour éviter tout contentieux. Et donc, on va maintenant repartir aux questions pour les participants. Donc, n'hésitez pas, je vais reprendre la conversation. Alors, voilà sur ce point. Alors, Madame Auchard, je n'ai pas compris votre réponse. Si un élu intéressé lors du vote d'une délibération, doit-il se retirer avant le débat ou avant le vote? Donc, s'il y a un débat, il faudra qu'il se retire avant, puisque la jurisprudence sanctionne la participation et l'influence sur le débat. Donc, bien sûr, il ne devra pas voter, mais il ne devra pas non plus participer au débat précédant le vote. Donc, dans le cas pratique numéro 1, vous dites que l'élu doit se déporter et signaler son intérêt au référent déontologue. Le fait qu'il se retire ne suffit pas. Donc là, c'est plutôt une sorte de pratique pour retracer les décisions et les intérêts, les intérêts possibles au référent déontologue. Donc le signalement, disons que c'est fortement conseillé, mais ce qui est obligatoire, par contre, c'est vraiment le fait qu'il ne participe pas au vote. S'il peut en référer au référent déontologue, c'est encore mieux finalement pour qu'il y ait une sorte de, d'archivage de tout ce qui a été fait pour qu'ensuite il ait des éléments en sa faveur pour indiquer en cas de contentieux qu'il s'est bien retiré pour le vote et qu'en plus il a signalé son intérêt au référent déontologue et que donc de son côté il est en sécurité, il y a plus de sécurité juridique sur ce point-là.
Monsieur Zabulon, bonjour. Est-il obligatoire de quitter la salle? Donc ça, les textes ne prévoient pas directement ou ne l'imposent pas en tout cas, mais en pratique, il est fortement conseillé de quitter la salle puisque même une présence, comment dire, silencieuse pendant le vote pourrait être considérée comme une sorte d'influence sur les autres élus. Donc il est fortement, très fortement recommandé de quitter la salle, quitte à revenir ensuite pour une délibération pour une autre délibération, pour un autre vote qui, là, pour le coup, ne concerne aucunement un conflit d'intérêt qui pourrait être voté de manière classique, mais il est très fortement recommandé de quitter la salle. Oui. Donc voilà sur ce point. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vous en prie, Monsieur Zabulon. Donc je ne vois pas d'autres questions. Je pense que je vais passer à la troisième partie. Hop là. Alors, passons maintenant à la troisième partie, qui est l'introduction aux obligations déontologiques. Je reviendrai aux questions, donc si vous en posez entre-temps, pas de souci. Je les reprendrai à la fin de la troisième et de la quatrième partie. Donc, introduction aux obligations déontologiques. Donc là, on aura notamment comme fondement juridique la charte de l'élu local sur ce point, et avec les principes fondamentaux que l'on verra par la suite. Donc on a impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité, etc. Donc là, l'objectif, c'est de garantir un comportement exemplaire des élus pour renforcer la confiance des citoyens. Donc voilà sur ce point. Et on a la charte de l'élu local, ça vous intéressera notamment pour l'installation du conseil. Elle détaille donc les obligations éthiques. Donc, je ne vais pas les dire une par une, mais voilà, c'est impartialité, éviter tout avantage personnel, transparence, comme on l'a dit, probité, intégrité, diligence, dignité, et voilà, déontologie de manière générale sur tout le mandat. Donc, on l'a vu, on revient maintenant sur le rôle du référent déontologue. Quelle est sa mission? Donc, c'est fournir des conseils sur le respect des principes déontologiques, et c'est également aider à identifier et gérer les conflits d'intérêts. Donc voilà, avec les modalités pour sa désignation et comment le saisir. Donc c'est par courrier ou email en exposant clairement la situation. Par exemple, vous demandez un avis avant une délibération qui implique un intérêt personnel. Vous avez un doute, il pourra vous répondre ou vous indiquer attention, il y a un problème ici, il ne faudra pas voter. Ou alors, suite à examination, je ne vois pas de problème particulier. Et voilà, ça vous aidera grandement, je pense, sur ce point. Donc, on a également les déclarations d'intérêt. Donc, de quoi parle-t-on ici et qui doit déclarer? Donc, voilà, je vous ai indiqué ici le champ d'application finalement. Donc, on a notamment maire et président d'un EPCI supérieur à 20 000 habitants, adjoint vice-président d'un EPCI supérieur à 100 000 habitants avec délégation. On a également quelque chose pour les SEM et les SPL conditionnés à un seuil de chiffre d'affaires sur ce point. Et on a une sorte de créneau finalement qui indique que c'est dans les 2 mois que cette déclaration doit être faite ou lors de modifications substantielles en cours de mandat sur ce point-là. Donc c'est exclusivement en ligne. Je vous ai mis le lien ici, donc déclaration.hatvp.fr. Vous pourrez le consulter si vous le souhaitez, si vous êtes concerné, et inclure notamment toutes les activités et fonctions susceptibles de générer un conflit d'intérêt, par exemple déclarant, conjoint, partenaires, etc. Et on a également la déclaration de situation patrimoniale. Donc la déclaration de situation patrimoniale, c'est un peu le même fonctionnement. Donc c'est 2 mois après la prise cessation de fonction. On parle ici des biens immobiliers, mobilier, fonds de commerce, etc. Clientèle, biens à l'étranger, autres biens, ainsi que le passif. Et pour la déclaration, c'est une déclaration donc, sur le site internet de la collectivité. Donc ça, n'hésitez pas à nous appeler par la suite si vous êtes concerné ou si vous avez des questions, même de manière très générale sur ce point. On pourra vous y répondre parce que c'est vrai que par simple message, ça peut être compliqué d'expliquer sa situation. Donc peut-être que par téléphone, vous pourrez, si vous le souhaitez, nous appeler sur ce point-là pour avoir un peu plus de détails. Donc la procédure de déclaration, elle est complémentaire aux déclarations d'intérêt pour les élus finalement de mairie de grandes communes. Donc
Le contenu, ce sont les biens immobiliers, des comptes bancaires, des participations financières importantes, etc. Et l'objectif, c'est de renforcer la transparence sur la situation patrimoniale des élus pour éviter finalement des enrichissements dits illicites. Exemple finalement d'un maire qui déclarait un terrain ou des actions détenues dans une entreprise au cadre. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences puisque celles-ci sont les suivantes. Donc, avertissement effectivement par le référent déontologue ou la haute autorité s'il manque des documents, saisine de cette même haute autorité et éventuellement des impacts électoraux, inéligibilité. En cas de condamnation, c'est le scénario finalement extrême entre guillemets. Donc, ça montre finalement qu'il faut faire très attention sur ce point. Donc voilà, je vous ai mis un petit exemple. Et donc, voici pour cette partie 3. Donc, voilà, ce qu'il faut résumer, ce sont ces obligations déontologiques qui visent à promouvoir une exemplarité accrue des élus locaux. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour cette partie, également pour la seconde partie. Je vais reprendre les questions. Donc, le référent peut être saisi par un agent de la collectivité, par un élu ou par les deux. Donc, bonjour Madame Monet. Alors, sur ce point-là, je n'ai pas les textes en tête, mais il me semble que s'il peut être saisi par également des agents. J'ai quand même un petit doute, donc il faudrait que je vérifie. N'hésitez pas à nous appeler si vous le souhaitez dans l'après-midi, mais je pense que c'est bien possible. Alors, n'y a-t-il pas également des agents qui doivent faire une déclaration également? Donc c'est vrai effectivement que dans le cadre de ce webinaire, on s'est borné finalement à le faire à destination des élus, vu que normalement notre service ne traite pas des questions ressources humaines. Mais il y a effectivement ça ne concerne en théorie pas que les élus sur ce point-là. Donc voilà. Donc, Madame Berthelot, déclaration de situation patrimoniale pour. Alors, c'est comme je l'ai indiqué dans le PowerPoint, c'est effectivement par rapport à ce seuil de population sur ce point-là pour la déclaration de situation patrimoniale. Donc voilà, numéro de téléphone, merci Catherine. Madame Caillot, donc bonjour. Un élu sortant et réélu doit-il compléter une nouvelle déclaration d'intérêt et de patrimoine? Vu que c'est un nouveau mandat et s'il est concerné, il faudra effectivement une nouvelle déclaration d'intérêt et de patrimoine, et ce, même si rien n'a vraiment été modifié depuis le dernier mandat, donc même s'il n'y a pas non plus d'acquisition ou de vente immobilière ou de différence substantielle dans son actif et dans son passif personnel, vu que c'est un nouveau mandat, on considérera effectivement qu'une nouvelle déclaration est demandée sur ce point. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions. Je pense que je vais passer à la quatrième partie, comme ça on aura un peu plus de temps, on sera pile à midi pour avoir encore plus de questions si vous en avez d'autres. Donc on va passer à la quatrième partie. Donc introduction au délit de prise illégale d'intérêt. Introduction au délit de prise illégale d'intérêt. Donc définition, encore une fois, ici il s'agit de prévenir la confusion entre intérêt privé et public. C'est notamment ce qu'un décideur public prend un intérêt dans une entreprise opération qu'il administre ou qu'il surveille. Donc les auteurs potentiels, ce ne sont pas forcément que les élus, même si ici, voilà, on s'adresse principalement aux élus dans le cadre de ce webinaire. Donc, ça peut être un dépositaire de l'autorité publique, il peut être chargé d'une mission de service public et, comme indiqué, investi d'un mandat électif, élus locaux et municipaux, avec une jurisprudence que je vous ai mis pour exemple, et la notion de surveillance en tant que telle, c'est-à-dire de participation à une décision qui vaut surveillance ou administration, elle est très large puisqu'on parle de simple avis, de simple préparation ou de participation, et c'est pour cela notamment je crois que plusieurs questions avaient été posées auparavant, c'est que même si l'élu ne participe pas au vote, à partir du moment où il participe au débat, on peut considérer que c'est un délit de prise illégale d'intérêt puisqu'il a exercé une influence suffisante pour changer le bureau du vote et donc favoriser sa situation personnelle. Donc faire attention sur ce point-là, à ne pas changer effectivement la décision du vote, même par une simple influence pendant les débats ou en amont. Donc,
Ici, on arrive à une sorte d'exception pour des communes de moins de 3500 habitants. Donc ici, c'est un régime un peu plus souple. Donc c'est moins de 3500 à 3500 pile, finalement. Donc ici, notamment, possible que les maires adjoints et conseillers municipaux délégués transigent avec la commune pour un montant annuel égal ou inférieur à 16 000 euros. Donc ici, on a une sorte de tolérance sur ce point-là. Ça reste tout de même risqué, il faut faire attention au montant sur ce point-là. Consultez le référent déontologue si vous avez un doute. Vous pouvez nous appeler bien sûr également. Et on a également voilà, des tolérances en matière d'acquisition de logements. Voilà, tout ce qui est transaction immobilière, il est possible d'acheter une parcelle ou de la louer pour un usage personnel, mais ce avec une délibération motivée du conseil municipal et bien sûr avec une estimation par le service des domaines. Donc, on a également une acquisition pour activité professionnelle qui est possible. Là, sous condition, c'est que le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines, qui est toujours soumis à délibération motivée du conseil municipal, et ce, quel que soit le montant. Donc voilà, ça c'est une sorte d'exception pour les communes de moins de 3500 habitants. C'est un peu plus souple, mais même là, il faut faire attention, puisque le contentieux, voilà, il y a souvent du contentieux là-dessus, parce que le seuil, par exemple, de 16 000 euros n'a pas été respecté, ou parce que la justification était trop faible sur ce point. Donc même si c'est un peu plus souple, faire attention sur ce point-là. Donc maintenant, je vais partir en détail sur les éléments constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt. Donc de quoi parle-t-on? On aura un élément matériel et un élément, comment dire, moral, entre guillemets. Et ensuite, je vais vous présenter des exemples jurisprudentiels. Donc l'élément matériel, qu'est-ce que c'est? C'est l'intérêt qui est pris, qui est reçu ou conservé. Donc, si c'est quelque chose de financier, si c'est quelque chose de matériel, finalement, qui intéresse l'élu, c'est considéré comme matériellement avantageux pour celui-ci. Donc, ça peut avoir un champ large, finalement. Ça peut être un intérêt familial, moral ou patrimonial qui est suffisant. Et l'infraction, finalement, est dite instantanée, c'est-à-dire que la seule conservation de l'intérêt en question est considéré comme une infraction. Donc, c'est pour ça que voilà, il n'y a pas de délai particulier. Le simple fait d'avoir eu cet intérêt, de l'avoir reçu, de l'avoir conservé, finalement, et ça permet de constituer ce délit de prise illégale d'intérêt. Donc, on aura également un élément comment dire, moral, entre guillemets, sur ce point-là, avec la volonté de l'acte. Donc, il faut qu'il y ait une conscience de l'acte, c'est-à-dire un dol, mais pas forcément finalement un besoin d'intention de profit ou de préjudice. Donc même s'il n'y a pas eu de mauvaise volonté sur ce point-là, le délit peut tout de même être qualifié par le juge sur ce point. Donc, je vous propose des exemples jurisprudentiels ici. Donc on aura la participation active à une délibération municipale avec un intérêt personnel. Donc là, c'est un délit tout simplement comme indiqué par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc là, c'est intérêt personnel. Ça pouvait être effectivement un marché public, ça pouvait être une transaction immobilière, ça pouvait être quelque chose par rapport à des subventions d'une association. Donc c'est très large comme on a vu. Là, on a également un autre délit avec analyse et commentaire d'offres pour la passation d'un marché public qui intéressait justement cet élu. Donc, on revient ici à la préparation au débat. Le simple fait d'avoir commenté, analysé ces offres alors qu'il n'était pas censé participer au débat ou au vote, eh bien, cela sera considéré comme un délit, puisqu'ici, le juge administratif, le juge, pardon, de cassation, a considéré qu'il s'agissait effectivement voilà, de quelque chose qui a substantiellement changé le vote et la décision finale sur ce point-là, et que donc c'était sanctionnable et qualifiable de délit de prise illégale d'intérêt sur ce point-là. Et on a également, voilà, comme on l'a vu précédemment, un intérêt amical ou familial, impersonnel ou pas directement personnel qui peut caractériser le délit. Donc faire attention sur ce point-là avec un exemple de la chambre criminelle de la Cour de cassation de 2016. Donc, il y a une ressemblance, il y a une différence entre le conflit d'intérêt et la prise illégale d'intérêt que je vais vous présenter ici. Donc, parfois, il peut y avoir une superposition. Effectivement, le conflit d'intérêt peut entraîner prise illégale d'intérêt, mais pas toujours.
Alors, je vais tenter de vous expliquer au mieux les distinctions parce que c'est pas forcément évident, c'est assez nuancé. Donc, la définition du conflit d'intérêt, comme on l'a vu, c'est intérêt personnel vs intérêt général, alors qu'il n'y a pas forcément de décision. Finalement, c'est un état de fait, une situation, alors que la prise illégale d'intérêt, c'est quelque chose qui est dans le code pénal, finalement, donc c'est une action qui est, il y a un côté agentique finalement dans cette idée, c'est agir pour soi dans le cadre d'une opération et qui donc qualifiera la prise légale d'intérêt. Donc ça, c'est la définition, un état de fait et un délit voilà, qui est concret. Et on a également la nature. Donc, conflit d'intérêt, c'est un risque, c'est principalement déontologique. Ça peut être pénal, mais pas forcément, alors que la prise légale d'intérêt, elle est donc par définition dans l'article 432-12 du Code pénal. Donc, c'est un régime distinct, supérieur entre guillemets, et plus grave, entre guillemets, encore une fois, donc plus sérieux sur ce point. Et c'est également un régime différent de preuve, puisque pour le conflit d'intérêt, donc c'est intérêt personnel, plus conflit potentiel, c'est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus vague et un peu plus compliqué à prouver. Et c'est pour ça que voilà, il faut se retirer le plus possible dès qu'il y a un doute sur ce point-là, alors que le caractère pénal de la prise égale d'intérêt, finalement, fait qu'on recherche un acte concret influencé par un intérêt personnel. Donc, il faut des preuves substantielles sur ce point-là. Et c'est vrai que ça peut être, voilà, ça peut être risqué sur ce point-là. Et c'est également comment dire, une différence en matière de sanctions, puisque si le conflit d'intérêt peut être une prise illégale d'intérêt, ça peut être effectivement une simple sanction avec prévention, finalement déport sur ce point-là ou annulation d'une délibération municipale. Donc on ne parle pas du tout du même régime de sanctions, alors que comme c'est les codes pénals, ça peut être une amende, une illégibilité, etc. Donc c'est quelque chose qui est différent sur ce point-là. Et en termes d'exemple, effectivement, on a un élu au PLU qui bénéficie sur son terrain finalement, donc ça c'est un conflit d'intérêt. Ça peut éventuellement être une prise illégale d'intérêt, mais il faut que ce soit vraiment une opération concrète, contrôlée, et plus que effectivement le simple fait que l'élu finalement habite simplement là et que donc il est concerné par le PLU, alors qu'un maire qui donne un marché à son entreprise, finalement c'est une prise illégale d'intérêt puisqu'il en tire quelque chose de concret et que lui-même a décidé volontairement, clairement finalement par une décision non équivoque. Donc c'est pour ça que cela concerne la prise légale d'intérêt sur ce point-là. Donc, vous voyez, c'est une sorte de régime par gradation finalement, avec quelque chose qui est plus sérieux forcément, puisqu'on parle du code pénal finalement. Donc, voilà sur ce point. Là, pareil, ça peut être un peu nuancé, un peu technique à appréhender. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce point-là ou à nous appeler. Dans l'après-midi, on pourra vous donner plus de détails sur ce point. Donc, voilà pour la différence avec le conflit d'intérêts. Donc, comme on a vu, les sanctions. Donc, on parle d'emprisonnement, d'amende en centaines de milliers d'euros et éventuellement des peines complémentaires. Ça peut être la privation de droits civiques, interdiction d'exercer ou confiscation des biens illégalement, finalement, illégalement conservés et dont a bénéficié l'élu en pleine illégalité. Donc, ça, ce sont les peines encourues. Maintenant, on va avoir des exemples jurisprudentiels. Donc on a le cas des marchés publics. J'ai également fait une autre partie sur le cas d'urbanisme. Donc un cas emblématique, c'est notamment celui que vous connaissez peut-être d'un ancien ministre, Olivier Dussopt, mais qui était également maire. Donc il a été condamné en 2025 par la Cour d'appel de Paris pour favoritisme, puisqu'en tant que maire d'une commune, il a attribué un marché public de plusieurs millions d'euros donc à une société dont il avait un lien, et ce, après avoir fourni des informations privilégiées, donc des informations que n'avaient pas les autres candidats au marché public, et en plus, après avoir modifié les critères de l'appel d'offres à son avantage pour que l'attribution se fasse à la sort finalement. Donc là, illégalité, pardon, claire, condamnation, donc c'est voilà, c'est une affaire un peu médiatique puisqu'on parle d'un ancien ministre, mais en tant que maire, finalement, ça peut concerner bah, des gens moins connus, entre guillemets. Et donc, voilà, ça
C'est un exemple assez concret que j'ai voulu vous mettre. Donc là, c'est l'article 432-12 du Code pénal que l'on a vu précédemment, et on a également le suivant, le 432-13. Ici, c'est une sanction de pantouflage, de notion dite de pantouflage, et là, c'est le fait pour un ancien fonctionnaire ou un ancien élu de rejoindre une entreprise privée qu'il a supervisée ou avec laquelle il a conclu des contrats dans les 3 ans suivant la cessation de ses fonctions. Donc là, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention, voilà, qui ne concerne pas forcément beaucoup de monde, mais c'est un délit supplémentaire sur ce point-là. Donc ça, c'est l'exemple jurisprudentiel du cas des marchés publics. Et il y a effectivement beaucoup de jurisprudence en termes de marché public. C'est peut-être le thème avec l'urbanisme dont on a le plus d'exemples. Donc, marché public, ça peut être voilà, fournir des informations que le candidat n'est pas censé avoir. Donc ça, ce sont des informations privilégiées. Ça peut être assortir les critères de l'appel d'offres et rompre le principe d'égalité pour favoriser l'entreprise en question alors qu'elle n'est pas censée l'être, justement. Voilà, ça peut être une négociation illégale en indiquant des éléments qui ne sont pas indiqués à l'autre entreprise avec laquelle on négocie. Donc sur ce point-là, il faut faire particulièrement attention. Pareil pour l'information en amont, ne pas donner trop d'informations en amont sur un marché public qui n'a pas encore été passé pour éviter que l'entreprise ne se prépare finalement en avance et dispose d'un avantage indu par rapport aux autres entreprises. Donc ça, pareil, les marchés publics, c'est vraiment quelque chose dont on a pas mal de questions sur ce point-là, même finalement au regard de la campagne préélectorale. Donc c'est pas exactement le même sujet, mais ça peut se rapprocher par rapport à la communication et par rapport au conflit d'intérêt et au délit de prise illégale d'intérêt. Donc c'est vraiment ici le fait d'attribuer un marché public à une entreprise dont l'élu en question a un lien, a un intérêt personnel, en retire un avantage concret, pratique, éprouvé, et qui qualifie ce délit de prise illégale d'intérêt et qui donc voilà, peut avoir des conséquences extrêmement sérieuses pour l'élu, en plus d'annuler le marché public en tant que tel, bien sûr, et l'annulation du contrat, la passation et les délibérations, et avec bien sûr le dommage réputationnel et voilà, médiatique possible sur ce point. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à éviter sur ce point, puisque les sanctions sont dissuasives normalement. Donc ça, c'était l'exemple des marchés publics. On avait également un exemple en matière d'urbanisme qui est un peu plus nuancé ici. Donc, jurisprudence un peu plus récente, donc Cour administrative d'appel de Marseille du 27 octobre 2022. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a une nuance, c'est que la participation d'un élu intéressé n'est pas automatiquement illégale, puisqu'ici, le juge administratif a considéré qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle et qui a participé aux travaux préparatoires et au débat précédant son adoption ou son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel. Donc ça, il y a plusieurs leçons à avoir finalement, c'est qu'il y a l'intérêt personnel distinct et l'influence réelle de l'élu, mais qu'il y a quand même une prudence requise pour les PLU et les décisions urbanistiques. Et ça, par rapport à une question qui a été posée un peu plus tôt dans le chat, j'espère que ça pourra être un élément de réponse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un élu qui est intéressé parce qu'il habite dans une parcelle X qui sera modifiée par le PLU Y, eh bien, sa participation n'est pas forcément illégale. Ce n'est toujours pas recommandé parce que ça ajoute un peu plus d'insécurité juridique et que si l'on peut l'éviter, ça reste préférable effectivement, mais que même si c'est le cas, finalement, le simple fait de participer aux travaux préparatoires en gardant une neutralité ne rend pas pour autant la délibération illégale, puisqu'ici le juge a considéré qu'il n'a pas exercé d'influence particulière sur le vote et que la délibération n'a pas pris en compte son intérêt personnel. Donc le contre-exemple, ça aurait été si l'élu intéressé finalement par la modification de la zone avait demandé des spécificités ou une sorte de favoritisme finalement pour le dispenser dispenser finalement d'obligations supplémentaires par rapport au PLU, pour lui accorder un avantage par rapport à sa parcelle et pas forcément par rapport à ses voisins.
Donc voilà, c'est un traitement différencié, un traitement favorisé qui aurait été sanctionné. Mais là, justement, ce n'est pas le cas. Donc même si, comme on a vu, ce qu'il faut retenir, c'est que il est très fortement recommandé qu'un élu intéressé ne participe pas au vote, sa participation n'est pas automatiquement illégale, il n'y a pas d'interdiction de principe, mais pour plus de sécurité juridique et dans la mesure du possible, bien sûr, si l'on peut l'éviter, c'est mieux de ne pas participer pour éviter finalement un contentieux, parce que même finalement, si le juge administratif a donné raison à cet élu intéressé, on est quand même allé en appel au cour administratif d'appel de Marseille, donc en 2022. Donc si ça avait pu être évité, j'imagine que ça aurait été mieux. Mais voilà, je vous montre quand même un exemple qui indique qu'il n'y a pas forcément de sanction automatique à chaque fois directe. Il y a quand même, le juge administratif prend quand même en compte finalement le caractère substantiel de l'intéressement. Est-ce que l'élu finalement a bien exercé une influence ou pas, et est-ce qu'il en a retiré un avantage concret, prouvable sur ce point-là. Donc voilà. Exemple un peu plus nuancé que le cas de l'urbanisme, donc ça ne veut pas dire effectivement qu'il faut faire n'importe quoi, entre guillemets, ou qu'on peut participer à tout, mais voilà, je voulais vous montrer une sorte de nuance sur ce point-là. Et donc, après vous avoir expliqué ce délit, c'est comment est-ce qu'on peut le prévenir finalement. Donc, il y a plusieurs moyens de le prévenir. On a la prévention du délit, finalement, donc avant les décisions, par définition, pour anticiper. Donc, on aura l'identification des intérêts des élus et des agents éventuels, associations, entreprises, etc. On aura la vérification de l'ordre du jour pour les conflits potentiels. Par exemple, voilà, demain, on a un conseil municipal, on va voter tel ou tel point. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit pour tel ou tel élu, de vérifier en amont, voilà, sur ce point. Donc, c'est toujours quelque chose de préférable. Et on aura également le fait, donc important, de ne pas participer aux réunions préparatoires en cas d'intérêt personnel dans la mesure du possible, justement pour ne pas exercer comment dire, une influence trop décisive sur le vote et d'en soutirer un avantage concret. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est préférable de faire pour éviter tout risque juridique sur ce point-là. Donc ça, c'est avant la décision avec toutes ces checklists, voilà, entre guillemets, que je vous ai proposées et qui peuvent, je pense, vous aider, une sorte de vérification, une sorte de schéma mental finalement. On a telle délibération, est-ce que ça intéresse tel élu ou pas? Est-ce qu'il y a un lien personnel? Est-ce qu'il y a un lien familial? Est-ce qu'il y a un lien patrimonial ou une question de mandat qui se pose sur ce point-là? Si oui, dans quelle mesure? Est-ce que c'est vraiment anecdotique finalement par rapport au lien familial, par rapport à l'intérêt personnel? Quel serait l'avantage soutiré finalement? Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est purement symbolique et qui serait difficilement considéré comme un intérêt, comme un avantage concret? Ou est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose de financier ou de matériel suffisamment important pour être qualifié de prise illégale d'intérêt personnel? Donc voilà, toutes ces questions à se poser, aux référents notamment, et également à notre service, si vous souhaitez, pour anticiper au mieux la prévention de ce délit de prise illégale d'intérêt. Donc ça, c'est avant les décisions. On a également pendant les délibérations. Donc ne pas participer tout simplement au débat et au vote si la qualification d'intéressé est à votre sens retenue et dans la mesure du possible. Et pour l'administratif, finalement, mentionner le plus possible le déport de l'élu dans le compte-rendu, donc ça notamment pour le contrôle de légalité et éventuellement pour un contentieux ultérieur pour pouvoir indiquer que certes il y avait un intérêt pour l'élu mais que celui-ci n'a pas participé au débat, n'a pas participé au vote, que ça a été mentionné dans le compte-rendu et qu'ensuite il est simplement revenu pour, par exemple, un autre point à l'ordre du jour qui ne le concernait pas directement et donc il a repris ses fonctions habituelles finalement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider en matière de sécurité juridique. Donc les domaines sensibles, on a vu, il y a beaucoup de questions de marché public, de commissions d'appel d'offres également, en amont finalement de l'attribution. Voilà, ça peut être des informations données alors qu'elles ne devaient pas l'être. Ça peut être le fait de modifier implicitement ou explicitement des critères de notation pour faciliter l'entreprise en question finalement où l'élu pourrait tirer son intérêt. Voilà, ça peut être une rupture de manière générale finalement du principe d'égalité. Donc il y a la question du marché public, il y a également la question de l'urbanisme. Donc l'urbanisme sur ce point-là, donc ça peut être voilà, un projet immobilier important, une vente ou un achat qui favoriserait directement un élu parce que par exemple
peut être promoteur immobilier, il peut avoir une entreprise de BTP, donc là ce serait un mélange entre urbanisme et marché public, parce qu'il serait par exemple agent immobilier en même temps que son activité d'élu, ou parce que son épouse ou quelqu'un de sa famille aurait ces fonctions et que donc il serait intéressé au fait de toucher une commission en cas de concrétisation du projet. Donc ça, c'est pour ça que c'est un domaine sensible, puisqu'on a un côté financier important en urbanisme. Et c'est également le cas pour les subventions, donc association, finalement. Est-ce que l'élu en question est président d'une association qui demande une subvention? Si oui, bien sûr, il est intéressé, donc il ne faudra pas y participer, que ce soit au débat ou pour le vote, mais également pour les sociétés d'économie mixte. Donc quelque chose à vérifier également sur ce point. Donc voilà, c'est vraiment marché public, urbanisme, subvention, et de manière générale, les décisions finalement qui embaucheraient un agent directement dans la collectivité ou indirectement dans une sorte de satellite de la collectivité, par exemple une société d'économie mixte ou une association fortement subventionnée par cette même collectivité. Donc ça, le lien est un peu plus distendu, c'est un peu plus complexe à prouver, mais c'est également quelque chose sur lequel il faudra faire attention sur ce point. Donc voilà les éléments de prévention du délit. Et je vous propose ici encore une fois une sorte de checklist, donc un faisceau d'indices de risque de délit. Donc on a finalement une sorte de signal et une action à effectuer lorsque vous rencontrez ce signal. Donc lien avec une entreprise, comme on a vu, personnel, impersonnel, familial ou directement professionnel parce que l'élu travaille ou parce que l'élu gère son entreprise. Donc action, vérifier et déclarer les intérêts et en tirer les conséquences. Si ces intérêts sont bien qualifiés avec tout ce qui est indiqué. Donc on a également la question, par exemple, de l'absence d'une déportation en amont finalement de signalement au référent déontologue. Donc ça, c'est quitter la salle si le conflit est suspecté de la part de l'élu pour qu'au moins ça n'apparaisse pas au moment du compte-rendu du conseil municipal. Et c'est quelque chose qui peut vous aider par la suite en cas de contentieux pour au moins indiquer que l'on a quitté la salle, même si le conflit n'a pas forcément été annoncé en amont du vote. Donc ensuite, on peut avoir une sorte de plainte citoyenne par des administrés finalement, donc une sorte de pétition sur une délibération, sur un projet où il y a une sorte d'accusation finalement sur un projet qui favoriserait l'élu en tant que personne ou sa famille. Donc là, c'est la consultation rapide du référent pour voir ce qu'il est possible de faire. Comment se positionner, comment se défendre, ou est-ce qu'il y a vraiment eu une erreur sur ce point-là, donc un possible conflit d'intérêt, et si oui, comment l'envisager, essayer de s'en sortir. Donc voilà, c'est une action à faire rapidement si possible pour éviter que la situation empire. Et un autre signal, c'est la médiatisation finalement, donc la presse quotidienne régionale, pourquoi pas lancée par l'opposition municipale ou par une sorte d'association citoyenne, donc médiatisation sur un projet en particulier qui est contentieux, où il y a des accusations sur ce point-là. Donc c'est pour ça que l'action ici est de documenter au maximum les actions pour plus de transparence. Donc si vous avez consulté le référent déontologue, retracé les écrits, retracé les mails. Si vous avez prévenu, par exemple, vous êtes un élu, vous avez prévenu le maire par mail que vous ne pouviez pas participer à une délibération telle parce que vous étiez intéressé, vous avez un écrit sur ce point-là. Vous avez les déclarations d'intérêt si vous êtes concerné, donc indiquer qu'il y a eu le plus de transparence possible et que donc, même s'il y avait un potentiel intérêt, celui-ci a été écarté parce que vous avez pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour éviter tout conflit d'intérêt en pratique. Donc ça, c'est le faisceau d'indices d'un risque de délit. Donc voilà sur ce point. Pareil, je pense que ça peut être utile à votre sens. Et on arrive ici donc à la synthèse de la partie 4. Donc je vais prendre quelques questions avant de vous présenter finalement des modalités du service que vous aurez à la fin du PowerPoint. Donc synthèse partie 4, c'est une prévention globale du délit de prise illégale d'intérêt, à la fois sa qualification, donc
avec les éléments que l'on a vus sur cet intérêt concret pris par l'élu qui constitue le délit, d'éviter absolument si possible, puisque comme on l'a vu, les sanctions pénales sont assez sérieuses, sont assez graves et les conséquences sont dissuasives. Et je vous ai mis également des ressources sur ce point-là. Donc on a le guide de la haute autorité qui est disponible sur Internet. On a notre service d'information juridique au téléphone pour lequel vous pouvez nous appeler. On a nos webinaires qui sont donc proposés par la Banque des Territoires sur ce point-là. On en aura d'autres encore par la suite à l'automne et au début d'hiver sur la communication préélectorale, etc., ainsi qu'en janvier, sur tout ce qui porte globalement sur les élections. Donc ça pourra vous intéresser. J'imagine, n'hésitez pas à vous inscrire. Et on a également des communications entre tiers, donc si vous souhaitez échanger avec vos pairs pour identifier les meilleures pratiques, ça peut être utile pour avoir des retours d'expérience sur ce point-là. Voilà sur ce point-là. Je vais maintenant passer aux questions, s'il y en a. Donc je vais reprendre tout cela. Donc, une question de Madame Gonzalez. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser les situations de conflit d'intérêt public-public, ce qui se produit régulièrement avec des élus qui siègent dans de multiples organismes? Faut-il prendre les mêmes précautions lorsque les conseillers communautaires sont vice-présidents dans des syndicats ou un autre établissement public avec qui nous avons des relations financières type subvention? Je vous remercie. Donc, effectivement, le conflit d'intérêt peut être à la fois public et privé, type maire également, gestionnaire d'une entreprise de travaux, mais également public, lorsque le maire est également mandataire dans un organisme représenté ou la collectivité est représentée. Donc là, il y a un risque particulier. Donc effectivement, il est préférable de prendre les mêmes précautions sur ce point-là, donc c'est-à-dire ne pas voter, ne pas participer au débat, se déporter sur ce point-là, effectivement. Surtout s'il y a un côté avec une relation financière, donc un avantage tangible, concret et matériel, comme le sont les subventions, les relations financières. Donc sur ce point-là, faire attention, effectivement. Si vous souhaitez peut-être nous appeler dans l'après-midi pour un peu plus de détails, parce qu'effectivement c'est une recommandation, mais c'est vrai qu'avec un peu plus de détails, ce serait mieux pour pouvoir vous répondre, mais disons qu'il y a un risque sur ce point-là. Il y a un risque, donc il faudra prendre certaines précautions au moins. Madame Monet, faut-il demander en début de mandat aux élus des renseignements sur l'activité professionnelle type entreprise ou personnelle association pour prendre les devants? Alors effectivement, c'est un très bon réflexe. Donc une fois d'installation, vous pouvez tout à fait le demander sur ce point-là. Donc forcément, il y a la question de la vie privée. Peut-être que certains élus peuvent se braquer ou ne pas, comment dire, vouloir tout révéler de leur vie qu'ils considèrent comme professionnel, qui n'a pas d'impact. Mais justement, si vous pouvez rappeler des risques juridiques, des risques pénals sur ce point, je pense que ça les dissuadera et ça va les encourager à révéler finalement ce qu'il en est, sur quel point est-ce qu'ils peuvent être intéressés. Est-ce que, par exemple, il y a une entreprise qui pourrait passer pendant le mandat de 6 ans des marchés publics avec la collectivité? Si oui, quel est le lien, quel est le degré d'intérêt personnel? Pareil pour l'association, est-ce qu'il serait représenté dans une association potentiellement subventionnable, etc. Donc oui, c'est tout à fait un très bon réflexe pour prendre les devants et faire une sorte de questionnaire sur ce point-là pour avoir des informations supplémentaires, justement des réflexes, une sorte de liste. Par exemple, un élu tel serait concerné par telle ou telle délibération, donc faire attention sur ce point-là, qu'il ait des réflexes. Et c'est à mon sens une très bonne idée sur ce point. Donc j'espère avoir répondu à votre question, Madame Monet. Donc je crois qu'il n'y a pas de questions supplémentaires. Je vais peut-être attendre un peu plus avant de passer à la toute dernière partie, à la présentation du service. Donc je ne vois pas d'autres questions. Je vais présenter le service et puis je reviendrai à la toute fin pour voir s'il n'y a pas eu d'autres questions auxquelles je pourrais répondre. Donc ici, c'est une sorte de partie annexe. Je vais vous présenter ce service. Donc, comme Catherine l'a pu l'indiquer, notre numéro de téléphone Rural Consult, c'est le 09 70 808 809. Donc, la Banque des Territoires
vous propose finalement un service d'appui juridique et financier qui est accessible par téléphone ou en ligne. Vous pouvez également poser une question MAID. Donc voilà, c'est dans le cadre du projet gouvernemental France Ruralité. On vous apporte des réponses immédiates et opérationnelles sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc voilà, ici c'était notamment principalement élection, conflit d'intérêts, mais ça peut être urbanisme pur, gestion de l'eau, pouvoir de police, affaires scolaires, domanialité publique ou privée, protection des élus, en marché public également, et plus spécifiquement en marché public justement. Donc on propose, comme ça a été indiqué durant l'introduction, un appui en matière de commande publique, appui à la passation de la commande publique. Alors j'ai changé, voilà, pardon, donc appui à la passation de la commande publique. Donc ça peut être le choix du marché, le type de consultation, les types de critères de notation que vous voudriez choisir, et en matière également d'identification et de recherche de subventions, où on peut voilà, s'occuper de vos demandes, de vos projets sur ce point-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez des requêtes en ce sens, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter, il y a le lien pour en savoir plus ci-dessous que vous aurez euh, dans le support qui vous a été envoyé. Et de plus, on vous propose également des outils de modélisation financière de projet, ainsi qu'une aide à la construction de votre PPI avec voilà, un accompagnement qui est pris en main et une interprétation des résultats dès cette année sur ce point. Donc ça, c'est l'accompagnement général. On a également une newsletter et nos actualités que vous pouvez suivre sur le site de la Banque des Territoires. Donc on aura voilà, cette newsletter, vous avez le lien, c'est distribué toutes les semaines et vous y retrouvez notamment le replay des webinaires en ligne. Donc voilà, il y a celui-ci effectivement, mais il y a les précédents. Donc les précédents, c'était notamment sur le mode de scrutin, sur les marchés publics d'assurance, sur la communication préélectorale. Il y en a de nombreux dans de nombreux domaines, principalement élections vu la période, mais également en marché public, en eau et en assainissement sur la compétence. Donc n'hésitez pas, je pense que vous pourrez y trouver quelque chose qui vous intéressera pour le replay des webinaires en ligne et pour vous inscrire au suivant également. Donc voici ce qu'il en est. Et on a également un continuum d'offres un peu plus général pour vous accompagner de bout en bout, donc à la fois en amont dans vos réflexions et en aval pour le financement d'opérations en tant que telles, les modalités de celui-ci et le montant indiqué. Donc voilà, c'est un appui à la fois de conseil, donc conseil, ingénierie et appui au territoire. Donc nos experts peuvent vous accompagner pour formaliser votre besoin, réaliser des études, etc. Mais c'est également quelque chose qui est très opérationnel, puisqu'on parle de l'exploitation et de la gestion de mandats publics. Donc ici, on parle d'un accompagnement de la mise en œuvre du projet en tant qu'opérateur de logement social. Donc voilà, sur ce point-là. On a également le côté financement et sécurisation. Donc pour le financement, c'est une offre complète de financement avec des prêts, des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, ainsi que des services bancaires. Et pour la sécurisation, rôle de consignataire et de banquier, notamment pour que vous ayez la possibilité de bénéficier d'un tiers de confiance pour sécuriser vos fonds et vos projets. Donc, vous avez ci-dessous le contact de votre interlocuteur en direction régionale et voilà, le site local de la Banque des Territoires que vous pourrez contacter si vous le souhaitez sur ce point-là. Et ça permet de mettre fin à ce webinaire. Donc, je vous remercie. Je regarde s'il n'y a pas de questions. Donc, je ne crois pas. Donc, merci à tous. Il n'y a plus de questions. Merci à tous. Merci Charles-Marie pour cette présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et bien, au plaisir de vous retrouver dans nos prochains webinaires. Vous avez tous reçu le support. Donc voilà, pour vous inscrire au prochain webinaire, vous avez les liens et n'hésitez pas donc à utiliser notre service Rural Consult et n'hésitez surtout pas à le promouvoir auprès de vos collègues dans d'autres services. Merci Ouais. à tous, à toutes. Merci. Excellente journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.